Alors, on va parler de cette affaire Snowden avec deux invités en plateau. Faut-il accueillir Snowden en France? Snowden est-il un traître à sa patrie ou un héros qui a pris le risque de révéler les turpitudes d'une agence de sécurité nationale? D'abord, donc, comme invité, William Bourdon. Bonsoir. Bonsoir. William Bourdon, vous êtes avocat, l'un des avocats du barreau de Paris les plus actifs et les plus connus en défense des droits de l'homme. Vous êtes membre aussi d'un collectif de 5 avocats européens regroupés pour défendre l'ancien consultant de la NSA. En face de vous, Eduardo Riancipel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né au Brésil, vous êtes aujourd'hui député socialiste de Seine-et-Marne, vous êtes membre de la commission de la défense nationale et des forces armées à l'Assemblée nationale française et vous êtes aussi un spécialiste des questions de cybersécurité. Alors, première question à tous les deux, je vais commencer par vous. Est-ce que la France, question très simple, doit accueillir Edward Snowden? D'abord, à ma connaissance, M. Snowden n'a pas demandé l'asile à la France. Admettons qu'il le demande. Et s'il le demandait, je crois que le Premier ministre a répondu que ce n'était pas souhaitable. Je crois qu'il y a différentes raisons à cela, et notamment les incidents diplomatiques extrêmement graves qu'on pourrait créer avec un certain nombre de partenaires, dont les États-Unis. La France n'a pas de devoir d'accueillir, mais si M. Snowden demande évidemment l'asile en France, je crois qu'il a le droit, comme tout à chacun, que son dossier soit étudié sérieusement, mais j'espère qu'on va en débattre sur ce plateau. William Bourdon, la France devrait l'accueillir? Moi, je pense que ça serait l'honneur de la France, comme de beaucoup de pays, d'accueillir Edward Snowden. Pourquoi elle ne le ferait pas? Alors, on peut spéculer indéfiniment sur la marge de manœuvre de la France par rapport à la capacité d'influence et à la tutelle américaine sur le monde. C'est un peu ce qui vient d'être dit en filigrane. Cet homme a dessié les yeux des 3/4 de l'humanité. On a appris hier que Vodafone, le plus grand opérateur privé, un des plus grands opérateurs privés au monde de téléphonie, avait modifié tous ses protocoles et avait révélé au monde entier les conditions dans lesquelles... Reconnaissait qu'ils avaient été obligés de le faire. Qu'ils avaient été obligés de le faire et donc avait admis, alors avec peut-être une part d'hypocrisie, de duplicité, tout ça évidemment toujours compliqué, mais avait admis qu'il y avait sans doute une autre méthodologie à suivre que celle qui avait été suivie auparavant. Donc comment comprendre que la France ou d'autres pays d'ailleurs puissent refuser, s'ils le demandaient, je suis d'accord avec vous, c'est d'abord l'affaire de Snowden, de savoir où il veut aller ou pas. Mais enfin, comment imaginer que la France, avec son destin manifeste, avec sa tradition, mais il y en a d'autres pays, ne puisse pas accueillir cette espèce d'hyper-citoyen, de gigantesque héros des temps modernes, qui, par sa bravoure et son courage individuel, aura fait tomber les masques sur ce que la technologie américaine et les services secrets américains ourdissait depuis des années, c'est-à-dire une espèce de gigantesque surveillance planétaire. Alors l'affaire Snowden a révélé les excès, entre guillemets, des services spéciaux américains. J'imagine que ça concerne aussi d'autres services dans le monde. Alors, ce n'est pas simplement les excès, c'est la capacité de surveillance d'un service de sécurité et d'écoute comme celui de la NSA américaine. Et je pense que s'il y a un intérêt de l'affaire Snowden, on peut débattre à l'infini pour savoir si c'est un traître ou si c'est un lanceur d'alerte. Il est sans doute les deux. Parce que, posons-nous la question aussi, si c'était un citoyen français qui l'avait fait, comment est-ce que nous le recevrions cette... Vous avez été surpris par la quantité d'informations que la NSA traitait? Aucunement. Aucunement. Parce que moi, je connais les questions de cybersécurité et je sais ce que ça veut dire, la lutte terrible qui est en train de se mener aujourd'hui dans le cyberespace. La lutte, ce qui veut dire que la France fait pareil. C'est très simple. Non, je ne pense pas. Je pense que nous avons des services qui ont des capacités extrêmement puissantes, mais qui ne sont pas du tout à la hauteur de la NSA. Peut-être que je pense aussi que nous n'avons pas du tout les mêmes pratiques, parce que c'est vrai, ce qui était totalement abominable et c'est ça l'intérêt de l'affaire Snowden. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui révèle. Parce qu'aujourd'hui, on a à la fois assuré la sécurité sur le cyberespace. Le cyberespace est devenu aujourd'hui un champ de bataille comme un autre. C'est une véritable guerre qui se joue là. Et la principale guerre, c'est du cyberespionnage à caractère sécuritaire ou à caractère économique. Il n'y a pas une entreprise en France, il n'y a pas un jour en France qui n'est pas qui n'est pas la victime de cyberespionnage. Guerre du cyberespace, guerre du cyberespionnage, ce qui veut dire que la France et les États-Unis ont raison de considérer Edward Snowden comme un traître. Alors écoutez, que j'imagine que pour les services de sécurité américains, pour la NSA, Snowden va rester un traître pour l'éternité. On a entendu John Kerry. Pour l'éternité. Ouais. Bon. D'ailleurs, il faut se souvenir de ce qu'a dit Snowden. Il a dit, pour l'instant, les services américains n'ont pas été capables de révéler à l'opinion publique américaine un exemple du fait que mes révélations auraient pu affaiblir ou fragiliser
le dispositif sécuritaire américain. Donc derrière tout ça, il y a une gigantesque part de manipulation. Non, c'est pas un traître. C'est un traître pour un carteron de hauts fonctionnaires et de militaires américains. Mais pour le monde entier, c'est un formidable héros. Et donc il y a une extraordinaire distorsion entre cette criminalisation qui apparaît aujourd'hui totalement absurde, totalement en décalage, avec le fait, encore une fois, que pour l'opinion publique mondiale, et cette pétition de l'Express en est une illustration, mais il y en a bien d'autres, cet homme au péril, d'une certaine façon, de sa vie, a été le défenseur de quelque chose qui devrait être au cœur de l'action de chacun. Ça s'appelle l'intérêt général public. C'est ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui a eu, à un moment donné, il a eu un remords, il s'est dit, je ne peux pas continuer à travailler dans ce système. C'était un sous-traitant de la NSA. Mais c'était pas un agent de la NSA. Mais peu importe sa position, le résultat est là. On voit bien qu'il a brisé des secrets considérables. Après, sa fonction, qu'elle soit ceci ou cela, on s'en fiche un peu. D'abord, il a été un lanceur d'alerte sans doute parce qu'il a tenté à un moment donné, en interne sans doute, de porter une certaine voix, mais il a été un désobéissant. Il a été un désobéissant parce qu'il a violé la loi américaine. Et derrière cette expression de lanceur d'alerte, il y a cette idée qu'il a, en tant que citoyen, il a lancé effectivement l'alerte sur une menace qui pèse sur aujourd'hui ce qui est consacré, vous n'allez pas me contredire, comme un des droits de l'homme les plus modernes, les plus sacralisés. Ces droits de l'homme extrêmement modernes, extrêmement sacralisés, ça s'appelle la protection de la vie privée. Absolument d'accord avec ça. Je pense que le vrai débat, et il ne faut pas qu'on fasse aujourd'hui de fausses oppositions entre les défenseurs de la sécurité, parce que aujourd'hui, le cyberespace est un milieu dans lequel notre sécurité peut être largement menacée avec des dégâts matériels. On peut faire des attaques terroristes avec des machines technologiques cybernétiques. On peut infiltrer des systèmes et faire dévier des trains, prendre le contrôle de barrages. Enfin, vous n'imaginez pas ce que l'on peut faire le travail classique de la sécurité nationale pour éviter les attentats, par exemple. Nous devons concilier les enjeux de sécurité. Mais jusqu'où on peut aller ? Nous devons les concilier avec la liberté. La question, c'est où on met le curseur entre la liberté et la sécurité. Et ça, c'est le travail des démocraties, et notamment des responsables politiques. Il faut absolument mettre des garde-fous dans les services de renseignement pour éviter des dérives, parce qu'il peut y avoir une tendance un peu naturelle de certains services de renseignement à vouloir tout écouter, à faire Big Brother. Qui menace la démocratie ? C'est les excès de la NSA ou c'est Edward Snowden ? Ni l'un ni l'autre pris comme ça. Il faut qu'on arrête avec des faux débats. Il faut absolument. C'est quand même la question. Il faut absolument qu'on assure la sécurité et les libertés individuelles dont je suis un fervent défenseur. Je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui, et c'est ça l'intérêt de l'affaire Snowden. Moi, je souhaite qu'on ne fasse pas de mal à ce garçon. Est-ce qu'on n'est pas dans les excès de l'après 11 septembre, comprenez bien, la machinerie juridique qui il y a s'est sans mise en doute place une aux forme de États-Unis. paranoïa collective, et vous avez même vu qu'avec toutes les capacités de la NSA américaine, d'écouter tout le monde, de surveiller tout le monde partout, n'importe quand, n'importe comment, ça n'a pas permis d'arrêter les attentats de Boston très récents. Certains ont dit que c'est parce qu'ils ramassent tellement de chiffres, ils ramassent trop, il n'y a plus moyen de traiter l'information. Aujourd'hui, face à la multitude et à la masse critique d'informations qui viennent, c'est de pouvoir les traiter. Alors, donc aujourd'hui, il faut concilier la liberté individuelle. Et donc, il faut par exemple poser la question de la gouvernance d'Internet, poser la question de comment est-ce qu'on évite un certain nombre, mettre des règles dans un endroit où aujourd'hui c'est la jungle, c'est le Far West, Internet c'est le Far West. Il n'y a pas de règles. Alors, accompagner Edward Snowden et répéter ce que je dis inlassablement avec, encore une fois, des millions de citoyens. Ça ne veut pas dire qu'on soit angélique et naïf. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur les énormes défis que pose cette espèce de nouvelle cité numérique invisible et qui peut être le lieu de toutes les impunités et aussi, parfois, des coups de canif les plus graves à un certain nombre de principes fondamentaux qui sont le socle et le ferment de nos États de droit et de nos démocraties. C'est un autre sujet. Mais c'est pas un faux débat, c'est un vrai débat de dire qu'il y a une responsabilité aujourd'hui citoyenne, et les gens le voient bien, de faire en sorte que, contrairement à ce qu'Obama a été finalement amené à dire, et en totale contradiction avec toutes ses promesses de campagne, il n'a pas su fermer Guantanamo. 8 ans après, Guantanamo n'est toujours pas fermé. Contrairement à ce que Obama a dit, quand il a dit au peuple américain l'autre jour, il a dit très clairement, s'il faut effectivement mordre un peu sur les libertés publiques au nom de la sécurité, moi je suis prêt, je paraphrase sa phrase sans du tout être infidèle, moi je suis prêt à rogner un peu sur les libertés publiques. Il est de ce point de vue-là encore l'otage d'une logique hyper sécuritaire qui est celle de l'administration Bush, c'est ce que vous venez de rappeler, et qui est précisément le piège de l'hyperterrorisme.
piège qui nous est tendu en permanence, c'était d'inviter les démocraties à se saborder, et c'est ce qui a fait qu'un certain nombre de grands intellectuels américains ont dit que Bush a été le meilleur allié de Ben Laden. Le mot de la fin. Aujourd'hui, nous avons le cyberespionnage industriel qui menace nos intérêts économiques. Nous avons le cyberdjihadisme, par exemple, et bientôt du cyberterrorisme extrêmement grave à des échelles beaucoup plus massives. Je pense qu'il faut que l'Europe prenne en charge ce dossier. Nous avons besoin, y compris avec vous, maître, de discuter parlementaires, responsables politiques, avocats, pour protéger nos libertés individuelles, mais qui n'y ait aucune naïveté. Juste un mot quand même. Juste la fin. Il est passé de la NSA à la Russie. Et qu'en est-il de ce que dit Snowden, par exemple aux Russes? Est-ce que le FSB peut avoir des informations? Je pense que cette naïveté-là, nous ne devons pas l'avoir. Moi, je veux que La Russie, vraiment... c'est accidentel. Il ne pouvait pas faire autrement. Vraiment, Oui, c'était bon. absolument contre sa volonté. Il faut sans doute Merci à tous les protéger deux. son sort, Merci. mais ne pas être naïf sur les sujets. Je rappelle simplement que pour prolonger ce débat, je vous renvoie sur notre site tv5monde.com. Vous cliquez sur l'onglet Information, la rubrique L'œil de la rédaction. Merci à tous les deux d'avoir Merci à vous. animé ce débat. Merci.